Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Don't judge a book by its cover. You see the eyes and you saw it was a ghetto shit. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeHustle et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de recevoir un entrepreneur, un homme de cœur, un philanthrope également, l'homme que l'on nomme Marwan Mohamed. Take a seat. Ça va? Comment tu vas, Marwan? Très bien, Ça tranquille. va? Toi, ça va, Chairman? Tout va très bien, Marwan. Merci d'avoir accepté l'invite, Marwan. Avec plaisir. Avec Franchement, plaisir, on toujours. est vraiment honoré de te recevoir parmi nous. C'est très important. Je te suis depuis longtemps, mais tu le verras. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes, pour ceux qui ne te connaissent pas, bien sûr? Je m'appelle Marwan Mohamed. Je suis né à Paris en 78. J'ai grandi à Barbès, puis à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. J'ai étudié les maths d'abord. J'ai travaillé pendant quelques années en finance de marché. J'utilisais les maths appliquées à la finance. Puis après, au fur et à mesure, je me suis engagé de plus en plus sur des questions de racisme, sur des questions de discrimination. Et ça m'a amené à voyager autour du monde, à travailler en diplomatie, à soutenir des assos, à m'impliquer, à aller au front. Et voilà. Excellent, excellent. Avant de développer sur ça, sur tout ce que tu as fait, oui, tu as un CV qui est bien chargé, bien rempli. Avec 2-3 dossiers aussi. t'inquiète. On a tout le temps ici. Marwan, je voudrais qu'on fasse un focus sur ton enfance, ta jeunesse. À Paris, 18e, d'accord, mais tu as aussi jonglé entre l'Algérie et l'Égypte. Ouais. On veut tout savoir. Bah, en fait, il y avait pas énormément d'Égyptiens en France dans les années 80. Et mon père et ma mère, ils se sont rencontrés à la fac à la fin des années 70. Et donc, ça a donné ce mariage, original. Et du coup, on a pu vivre en Égypte un petit peu, vivre en Algérie. À l'époque, comme ma mère était sage-femme, elle pouvait travailler n'importe où. Et comme mon père avait une entreprise, bah, pareil, il pouvait bosser d'un peu partout. Et donc, ça m'a donné, une expérience au bled dès mon plus jeune âge. Et ça m'a vraiment forgé parce que j'ai pu voir d'où venaient mes parents. D'accord. Et dans la France des années 80, avoir cet ancrage, avoir un accès à notre langue de pays d'origine, la langue familiale et tout, c'était précieux. Et aussi vivre dans un environnement où c'est ton grand-père qui t'emmène à la mosquée, tu vois ta grand-mère préparer le pain, tu vois tes cousins, tout ça et tout. Bah ouais. Et donc, du coup, ça forge dès l'enfance. Et Barbès, là où je suis né, j'ai grandi, où j'ai passé mes premières années, c'était aussi un peu ça. Il y avait toutes les origines, toutes les religions. Les frères et sœurs qui vivaient là-bas, ils partageaient les repas, le mode de vie, les enfants ils jouaient ensemble. Et donc, c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui m'a défini. D'accord. Et ton retour à Paris, en fait? Ouais, ça c'était... T'as été dépaysé? C'était à quel âge déjà? T'avais quel âge? La plus longue période, c'était quand je suis rentré à Paris, je rentrais en CP. Et là, c'était un peu abrupt parce que même si j'avais accès à la langue française et je la comprenais, je la maîtrisais, le fait d'arriver du bled à cet âge-là, des fois, tu as des instituteurs, ils bug un peu, quoi. Tu vois. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, là? Si, j'ai un exemple. L'année juste avant, quand je suis arrivé en maternelle, ma mère, elle était sage-femme. Mais elle était warrior aussi. Elle acceptait pas les injustices. Mais dans notre classe, on était les premiers noirs et les premiers arabes de l'école. D'accord. Et la maman d'un copain, elle parlait pas super bien le français. Et à la cantine, une fois, ils ont essayé de nous forcer à manger du porc. Ils avaient servi des saucisses. Et ils disaient, c'est des merguez, vous inquiétez pas, c'est comme chez vous. D'accord. Et ou bien des fois, tu vois, genre le petit, il faisait caca sur lui et la dame de service, elle le changeait pas parce qu'il était noir.
Donc, au fur et à mesure, tu te rends compte que ma mère, elle laissait pas passer ces trucs-là. Elle venait, elle mettait les choses au point, elle aidait les autres enfants, les autres familles. Et nous, on regardait les parents, tu vois, on regardait comment nos parents ils réagissaient dans des situations concrètes d'injustice et sur quoi il fallait faire attention. Et ma mère, ce soir-là, elle avait tellement la rage qu'on essaie de nous faire manger du porc. Sur ma blouse d'écolier, elle a écrit Marwan Mohamed, mange sans porc. Bien sûr. Tu vois au fur et à mesure, tu grandis avec ça. Tu vois le papa, la maman qui reste juste, qui reste droit, mais qui accepte pas non plus, tu vois, qu'on nous traite de telle manière ou de telle autre parce qu'on a une couleur de peau différente ou une religion différente. Et quand tu grandis sans ce complexe-là, en fait, quand tu arrives à l'âge adulte, tu découvres pas le racisme à ce moment-là et tu sens pas que tu dois l'accepter. Tu sens pas que, pourvu qu'il se passe rien, viens, on se cache, viens, on se fait discret, viens, on brosse tout le monde dans le sens du poil et peut-être qu'on nous tolérera au bout d'un moment. T'as pas cette mentalité-là. Bien sûr, complètement. Non, mais c'est excellent. T'as inculqué ces valeurs-là déjà dès le plus jeune âge. Ils t'ont, parce qu'il faut pas occulter le fait qu'il y avait ton père également. Mais ce qui est fou, c'est que en lisant ton livre, j'ai découvert que ta maman travaillait à la clinique ordinaire. Ouais. Je suis né là-bas. Oh là là. Tu vois. Et j'ai l'impression que ça coïncidait. C'est possible. Tu vois. C'est possible. Elle a pu me croiser. Ah, c'était un truc de fou. Parce que tu vois, genre, toutes les mamans du quartier, tu vois, qui accouchaient, la plupart, elles accouchaient à ordinaire. Exact. Et ma mère, elle faisait tellement de garde et de garde. Bah, littéralement, t'as une chance sur deux que ce soit elle qui a été là, tu vois. Tu lui montreras la vidéo. Ah, t'inquiète. Elle va t'appeler direct. Bon, c'est excellent. Il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils t'ont inculqué ces valeurs, tes parents, mais ils avaient également le goût prononcé pour le travail. Je sais que ton père, tu disais qu'il faisait 3 jobs en même temps, hein, entre son poste de manutentionnaire à la porte d'Aubervilliers, il était également commis dans un resto. Ah, c'était la furie. Veilleur de nuit aussi. C'était la furie. On habitait dans une chambre de bonne d'abord, avant d'avoir un petit appart rue Marcadet, à Paris 18e. Et la mentalité des parents, c'était, nous, on n'a pas de temps à perdre. Ouais. Il faut qu'on bosse, parce que, il faut qu'on sorte de la pauvreté. On a nos frères et sœurs au bled, nos parents qu'il faut qu'on aide. Et nos enfants, moi j'étais fils unique à l'époque avant l'arrivée de mon petit frère, c'était, on n'est pas là pour faire du tourisme. Bien. La notion même de vacances, il fallait que je l'explique à mes parents en fait. Il fallait que j'explique à mon père, il y a des gens, ils prennent des jours de congé pour aller dans un autre pays. D'accord. Tu vois, et lui, il me dit, pourquoi t'es fatigué de quoi pour avoir besoin de vacances exactement. Et plus tard en fait, mais ça, je suis pas le seul à l'avoir vécu, à l'avoir ressenti. Il y avait même un morceau de La Rumeur, où tu vois, il y a Ekoué dans un de ses couplets, il dit le père, il dit à son fils, on n'est pas là pour faire du tourisme, on n'est pas là pour s'amuser. Ouais, exact. Perdu entre deux chaises, seul face à mon ego. T'es en mission par un clown fiston. Et en blague qui chantonne et apparenté à des clones, tant de bons et loyaux services et de boulot à contre-cœur, c'est pas pour que tu finisses une terreur chez les rappeurs. Ce message, dès qu'on était des petits, en fait, on nous le transmettait, on nous l'inculquait. Et donc, tu vois, cette idée que il n'y a pas une barrière qui va te stopper, il n'y a pas une épreuve qui va t'arrêter. Mais t'es pas là pour t'amuser, t'es là pour travailler, pour étudier, pour grandir, pour aider les tiens. Ça met la pression quand t'es petit. D'accord. Mais en vérité, c'est ça qui m'a aidé à me développer. Bien, excellent. Et du coup, pour le coup, il n'était pas présent physiquement, du moins tout le temps, parce qu'il travaillait beaucoup. Littéralement, regarde, le planning, c'était ça. Il était veilleur de nuit dans un hôtel à Paris 17e. Après, il faisait quelques heures de manute à Porte d'Aubervilliers, parce qu'à l'époque, il fallait décharger les camions des fringues et des jouets et des denrées qui arrivaient. Après, il enchaînait dans un resto, il faisait le service. Il rentrait dormir quelques heures. Et puis ensuite, il reprenait le soir, le tour du soir dans l'hôtel. Et ma mère, elle avait genre une garde, une nuit sur deux. Ils se croisaient, on mangeait ensemble, on passait un petit moment. Mais c'était ça, quoi. D'accord. Et il y avait juste la maman marocaine, la mamie marocaine, puisqu'elle était toute seule, qui avait une chambre de bonne juste en face de nous. Et c'est elle qui s'occupait de moi quand je rentrais de l'école, tu vois, qui me faisait à manger, tout ça, quand mes parents n'étaient pas là. D'accord. Et il y a par la suite eu l'élévation sociale, parce que ton père a eu la malice de travailler avec Paris à la fin des années 80, du moins au début des années 80, pardon, il y avait une forte arrivée des Saoudiens. Ouais. Donc, c'était une période de dingue. Ouais. Sincèrement, des fois, quand il
Et je le dis pour ceux d'entre nous, tu vois, qui sont un peu plus jeunes. Si j'avais une machine à remonter le temps, tu vois, cette période, elle était intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que mon père, il savait pas conduire, en fait. Il savait pas conduire. Il avait le permis, ni rien du tout. Tu vois. Et ma mère, elle lui a appris à conduire. Oh. Maman, D'accord. Elle lui a appris à conduire. Après, il a passé le permis vite fait au bled. Tu vois, ça se fait vite fait. Et donc après, il a acheté une voiture. Il a commencé à servir de chauffeur pour des touristes qui venaient du Moyen-Orient. Et puis ensuite, ça a cartonné. Donc, il a acheté plusieurs voitures, eu des bureaux, il s'occupait de l'import-export et tout ça. C'était genre le Uber avant le Uber avant l'heure, tu vois. Et du coup, au lieu de bosser 3 jobs par jour, il a pu se concentrer là-dessus. Et ça a pris le TGV en termes de confort matériel et de facilité. Sauf que ça avait un prix aussi, parce qu'il n'était pas tellement plus présent, quoi. Ah, c'était vraiment un hustler. Non, ça c'est clair. Hustle, c'est clair, mais c'était ça la mentalité. Ah, bah, c'est ça la mentalité. C'est ça. Il faut de la maille. Bien. Où est-ce qu'on va aller chercher de la maille? On va pas, tu vois, c'est pas pour s'amuser, c'est pour notre famille, c'est pour l'avenir des gosses et ainsi de suite. Exact. Vas-y, sans pitié, on passe jusqu'à la mort, quoi. ça, c'était la devise de mon père. Excellent. Et du coup, il a upgradé encore parce que c'est important de le dire, hein, vraiment, hein, parce que ça t'a aidé à te construire toi-même et socialement. Le restaurant près de Gare du Nord, tu vois, il y a une élévation à chaque fois. C'est ça. Mais ça, c'était un truc de lover. C'était un truc de lover. Parce que ma mère, elle lui a mis un coup de pression. D'accord. Elle lui a dit, t'es pas là, je te vois pas assez. Ouais. Et j'aime pas que tu passes tes nuits dehors, même pour le taf. Donc, t'arrêtes net. D'accord. Et donc lui, tu vois, il a senti la pression. Et puis surtout, tu vois, genre, il voyait que ça avait un impact sur notre vie de famille. D'accord. Et qu'on allait nulle part. Tu vois, qu'on vivait pas. En gros, tu vois, le fait d'avoir un peu plus d'argent, voire beaucoup plus d'argent, ça changeait rien à ce qu'on mangeait. Ça changeait rien à comment on vivait. Ouais. Du coup, tu vois, elle se dit, pourquoi se prendre la tête à aller chercher plus de mailles alors que je pourrais avoir une vie un peu plus tranquille et plus proche de ma famille. Et c'est pour ça qu'il a accepté de prendre un restaurant à ce moment-là, parce que ça garantissait que tout simplement il pouvait venir me chercher, moi et mon petit frère, à l'école et s'occuper de nous et assurer pendant que maman elle avait ses gardes à l'hôpital ou à la clinique. Et c'est tout. D'accord. Et il a donné 18 ans à ce restaurant. D'accord. Bon, en tout cas, la voix de maman s'est fait entendre. C'est clair. C'est bien. Mais c'est des mythos, les gens qui disent nos familles, c'est structure patriarcale. Tout le monde sait que c'est la maman qui commande. Tu vois. Tout le monde sait. C'est vrai. Je confirme. T'étais bon élève. Très bon élève. Ça allait, ouais. On est chez We Hustle. Il faut le dire. L'école catholique, pourquoi ce choix? En fait, moi, j'avais des problèmes. J'acceptais. Peut-être que, tu vois, j'avais besoin de me calmer sur certains aspects, mais je me battais souvent. Ah ouais. Donc ça s'est présenté une fois que, tu vois, genre, il y a quelqu'un qui m'a vraiment mal parlé, vraiment provoqué, et ça s'est très mal passé. J'ai eu une exclusion, et ma mère, elle a saisi l'occasion, elle a dit, en fait, on va faire d'une pierre deux coups. Non seulement tu seras plus dans un contexte où tu dois te battre plus souvent parce que il y a des grosses embrouilles, tu vois, des embrouilles de KRA, tu vois, des sales trucs. Et en même temps, on a besoin que tu sois dans un environnement où le niveau scolaire va être un peu plus suivi, va être un peu plus soutenu. Et l'école privée catholique, elle remplissait cette fonction, d'autant plus qu'elle n'était pas trop loin de là où elle travaillait. Donc elle a fait un dossier avec mes bulletins de notes et tout ça, et elle a expliqué qu'on n'avait pas énormément de moyens, mais que on demandait une place pour moi, et Dieu merci, le directeur il m'a accepté, et j'ai pu faire la suite de ma scolarité en environnement d'école privée. Donc c'était plus exigeant. Il y avait aussi des cours de religion, tout ça. Nous, ça ne nous dérangeait pas parce que je connaissais ma religion, je risquais pas de la perdre parce que je suis un cours de catéchisme à côté. Mais sincèrement, en termes de moyens, en termes de suivi et d'attention, tout ça, je sais que les enseignants dans l'école publique font des miracles, mais je sais aussi, tu vois, que toute chose égale par ailleurs, c'était mieux suivi dans le privé que dans le public à l'époque. D'accord. Et malheureusement, ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai fait à la fois l'école publique,
pour une partie de ma scolarité et ensuite école privée. Et ça m'a très bien préparé ensuite pour mes études. D'accord. Et en termes de rigueur, ils étaient très stricts. Ah On a l'image... mais tu vois, là, maintenant, quand j'y repense, j'ai l'impression, tu vois, alors, si je faisais un court-métrage, ce serait pas aussi réaliste, quoi, tu vois. Genre, l'équivalent du CPE, à l'époque, ça s'appelait le conseiller d'éducation, tu vois. Ouais. Il s'appelait Monsieur Pichon, c'était un ancien CRS. Ah ouais. Regarde, il avait des mains, c'était pas des mains, c'était des raquettes. Tu vois, mais il était gentil, humain. Tu vois, genre, il voulait le bien pour les élèves. Donc, il était ultra sévère. Je dis la vérité, on mangeait des tartes des fois. Sérieux? Bien sûr, on mangeait des tartes. Et nos parents, tu vois, ils disent, ouais, c'est bien, on soutient, tu vois. Ah ouais. Ben, ils nous attrapent. Si on sort à la sortie du lycée, on est trop en train de traîner. Il y a des tartes derrière la tête qui parlent. Vas-y, rentre chez toi. Tu vois? Ou bien il va appeler ton père au travail. Tu sais que t'es mort. Ouais. Et tu vas prendre une heure de colle. Et c'est lui qui donne les heures de colle, tu vois. Donc, au bout du compte, il était très rigoureux, il était très ferme. Bien. Mais à notre âge, ça crée une continuité à l'école de la rigueur que les parents avaient vis-à-vis de nous. Et après, une fois que tu prends le pli de dire, voilà, regarde, de toute façon, au bout du compte, j'ai pas de temps à perdre. Donc, je fais mon sport, je fais mes cours, je fais mes petits loisirs, j'aide à la maison comme je peux. J'ai les potes que je me fais, j'essaie de choisir ceux, tu vois, qui me font avancer, qui sont bien, qui ont un bon comportement et tout ça. Et c'est avec eux, tu vois, qu'on va avancer. Et c'est ça qui fait que, bah, tu vois, mes copains d'enfance, je les ai encore. Les gens avec qui j'ai étudié, je les ai encore. D'accord. Tu me demandes quelle année, je te dis quel élève, tu vois, était où. Bien. Donc, voilà. Donc, c'était dur sur le moment. Mais je le dis, tu vois, je vais sembler être un daron, tu vois, en disant ça. Mais vous vous rappelez quand on était petit et les parents ils disent tu verras quand tu seras grand. Oui, on est dur, mais c'est pour ton bien. En fait, il faut les croire sur parole. Parce que c'est que quand tu deviens un papa, une maman, tu vois genre comment ça te prend aux tripes. Tu vois le bien de tes enfants, l'avenir de tes enfants, et tu veux pas les laisser faire n'importe quoi, et tu veux pas les laisser prendre certaines choses à la légère. Donc quand les parents ils sont rigoureux sur certains sujets, c'est pas pour rien. Et moi je suis énormément reconnaissant. Wallah, envers tout le monde, envers Dieu de m'avoir permis d'avoir ce parcours, envers mes parents d'avoir fait cet effort vis-à-vis de moi, envers les enseignants, même ceux qui ont été durs avec moi ou que parfois j'ai cru être injuste vis-à-vis de moi, je suis reconnaissant de tout ça. C'est ça qui m'a fait avancer. C'est excellent Marouane. Et aujourd'hui, t'es papa, tu pourrais mettre tes enfants en école privée, catholique? Les deux, eux pareil, ils ont fait les deux, ils ont fait une partie tu vois dans le public et maintenant ils sont en privé, ils sont en école privée et nous on est super impliqués, donc on est dans l'association des parents d'élèves, on essaie d'aider les autres familles, mais c'est beaucoup plus facile pour eux que pour notre génération. Là maintenant on est en train avec les enfants, on est en train d'étudier la courbe de hausse des moyennes et de voir sur quelle matière il faut faire un petit effort supplémentaire parce que si tu veux faire le meilleur lycée, il faut que tu sois éligible, tu vois, sur dossier avec tel niveau de notes et ainsi de suite. Ils sont dans des conditions matérielles et pédagogiques qui ont rien à voir. Mon épouse, c'est un rayon laser. Comment elle s'occupe du suivi des enfants de ce point de vue-là. On se relaye, on se file des coups de main, mais on mentirait de dire que c'est difficile. Tu vois, ils ont des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions d'études. On a fait le choix, nous, tu vois, qu'ils aillent en école privée. Mais pour d'autres raisons, sincèrement, on est très content. Et je dis ça, et en même temps, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que, tu vois, les gens qui font le choix du public, je le comprends, je le respecte, et j'ai tellement d'amis, tu vois, qui sont enseignants ou éducateurs ou CPE, tu vois, dans des établissements publics, et c'est des super-héros. Tu vois, comment ils se prennent la tête pour les enfants et tout ça. C'est juste que j'ai fait des choix pédagogiques différents pour mes enfants. D'accord. Et on préfère, tu vois, faire l'effort financièrement et saigner, même si des fois, c'est pas évident, parce qu'on sait que voilà, c'est ça la qualité de suivi, la qualité d'encadrement qu'on a envie d'avoir pour nos enfants. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est noté, belle mentalité. Et c'est très deep tout ça. T'as bien raison. On a besoin d'avoir ce genre de punch. C'est bien. Marouane, là, tu me vois, j'ai des grills, j'ai des lunettes, j'ai dans mon accoutrement. J'ai mon accoutrement. Je sais que ça t'effraie pas parce que le milieu du rap, tu le connais. Tu le maîtrises. Parle-nous de ta passion, s'il te plaît. En fait, pendant que je faisais mes études,
En fait, mes parents, ils m'autorisaient à avoir des loisirs à côté, donc je faisais un peu de sport. Et il y a un truc qui me rendait dingue, c'était la musique, le rap de l'époque, donc la période des années 90, ce qu'on appelle la New School, et en particulier tout ce qui était DJing. Maintenant, là, tu vois, alors, c'est tout sur essentiellement des plateformes de streaming, avec des prods qui sont électroniques, et ainsi de suite. Mais à l'époque, tu vois, genre, le vinyle et le rôle des DJ, c'était central, en fait, dans le rap. T'avais besoin d'une mixtape, t'avais besoin d'instru, t'avais besoin d'organiser un événement ou un concert. Le DJ, il était au centre de ça. Et donc, moi, j'étais à fond là-dedans. Et dans une discipline en particulier, ça s'appelait le turntablism. Tu vois, c'était tous les scratch, les passe-passe, tu vois, les figures que tu faisais avec des disques. Et ça me prenait tellement aux tripes que je faisais des compétitions et jusqu'au moment où j'ai pu être DJ dans une émission de radio, puis une autre, et de me rapprocher de tous les artistes que j'avais l'habitude d'écouter sur des disques plus tôt, quoi. Bien. Ça, c'était une période épique. C'était l'époque de Génération, avant que ça devienne vraiment une très grosse radio commerciale. C'était genre la radio des puristes du rap, quoi. C'était quoi ton pseudo? Marwan, M-A-R-W-A-N. Ouais. Tu vois, genre, tu devais avoir un petit pseudo. Ouais, au tout début, tu veux toujours avoir un pseudo, quoi? tu vois. C'était DJ Steez, tu vois. Et tu vois, tu retrouveras dans le métro, tu vois, avec des gros tags et tout ça, tu vois, ou des mixtapes de l'époque et tout ça, tu vois. Puis au fur et à mesure, tu vois, genre, j'arrivais pas à poser. Tu vois, j'arrivais pas à me mettre en situation de dire ouais, ça c'est mon blaze et ça c'est mon truc. Ouais. Donc j'ai juste gardé mon prénom. Et en même temps, au fur et à mesure, comme les émissions elles commençaient vraiment à prendre, j'en avais deux. Il y en avait une avec Fab à l'époque, ça s'appelait Duo de Choc, et une autre qui s'appelait Street Life avec un rappeur qui s'appelle Amara et un DJ qui s'appelait Slurg. Donc on avait deux émissions, l'une qui se suivait dans la meilleure radio française de l'époque, et on avait reçu tout le monde, tous les rappeurs tu vois, qu'on respectait, et même les Américains, les DJ premiers, les Pit Rock, les KRS, les ainsi de suite, tu vois, genre tous ces gens, tu vois, ils sont passés dans les studios, et ça m'a donné l'occasion d'accomplir, tu vois, le truc que j'aimais le plus à l'époque, de gagner des compétitions, et puis surtout de payer mes disques. Parce que tu vois, genre, en fait, le niveau que tu essayais d'atteindre, c'est t'as plus besoin de payer tes disques parce qu'on te les envoie, et t'as des sapes. Bien. Genre, la target, l'objectif, c'est tu vois, genre, t'as une marque qui te file des sapes, et des boutiques de disques, tu vois, qui te sponsorisent, qui te coupent. Voilà, c'est bon, on était arrivé. Là, tu vois. C'est tout. Donc c'était ce que j'ai fait pendant mes années d'études. C'était une bonne période. J'ai appris plein de choses. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Bien. Et ça m'a vraiment aidé dans tout ce que j'ai entrepris. Et à l'époque, tu vois, genre les rappeurs que je côtoyais, et notamment celui qui est devenu mon plus proche, Fab, tu vois, ils avaient une exigence vis-à-vis de moi, de dire ouais, nous, là, toi, t'arrives, tu vois. Mais nous, ça fait quelques années, tu vois, qu'on voit comment fonctionne le rap game. Veille à ce que ça reste un loisir et concentre-toi sur tes études. Enfin, très tôt, ils t'ont conscientisé. Même eux aussi. Mais je pense, tu vois, ils se mettaient d'accord avec mes parents, tu vois. D'accord. Parce que, tu vois, comme on se retrouvait souvent à la maison. Ah, vous connaissez, d'accord. Comme on se retrouvait souvent à la maison, mes parents, tu vois, ils disaient quand il y avait un truc. Fab, ce qu'il faisait, quand c'était l'émission où je passais, il annonçait mes notes de maths en école d'ingénieur à la radio. Et si j'avais pas mon niveau, tu vois, je revenais pas, tu vois. D'accord. C'était le grand frère, tu vois, qui essayait C'est bien. Tu vois, qu'est-ce qu'il devient, Fab ? Là, maintenant, il est enseignant. Donc, il a quitté le rap il y a quelques années. Et il a choisi un autre parcours, un parcours religieux d'abord. Ensuite, il a fait des études solides dans ce domaine. Et puis, il s'est concentré ensuite sur l'enseignement et sur sa vie de famille. Et il est très heureux comme ça. Bon, c'est excellent. On salue au passage l'impertinent. C'est bien. Mais t'étais très porté rap new-yorkais. Mais ouais, parce que je trouvais qu'au niveau son, ça avait rien à voir. Les prods dont il bénéficiait, que ce soit, tu vois, à Queens avec Mobb Deep, Big Noyd, Nas et ainsi de suite, ou que ce soit Brooklyn, ou que ce soit Harlem ou autre, dans tous les quartiers, il y avait des producteurs de dingue, des Pit Rock, des DJ premiers. Tu vois, et ça a créé en fait une richesse musicale dans ce milieu à l'époque qui était inégalée.
Et en France, on se contentait de répliquer des styles jusqu'à ce que vraiment il y ait des groupes français qui émergent et qui apportent leur touche, qui apportent leur style, ou des producteurs français qui émergent et qui se distinguent, qui vont repomper toutes les grosses caisses, les caisses claires, tu vois, des Américains, et puis apporter une autre manière d'utiliser les samples, de faire du son, et puis des lyricistes français qui ont sublimé l'art de l'écriture, que ce soit des Kerry James, que ce soit des Fab, que ce soit des Shuriken, des Akhenaton ou autres. Et chacun, au fur et à mesure, ils ont inventé une tradition du rap français. Quand Youssoupha, tu vois, il écrit un morceau chanson française, c'est parce qu'il existe désormais une tradition du rap français. Mais à l'époque, dans ces années-là, c'est pas exagéré de dire que le rap américain surclassé, et même en flow, tu vois, des Biggie, des Busta Rhymes, des KRS, tu vois, c'était même pas la peine, tu rentrais même pas en compétition, quoi. Et tu parles à un grand supporter du rap new-yorkais, hein. Non, mais c'est clair. Moi, il y avait pas de débat chez moi entre East Coast et West Coast. Non, mais parce que moi, je viens de Sarcelles, donc Sarcelles, c'est très West Coast. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, tu vois, genre, on vannait pas mal les mecs du secteur A, tu vois. Parce que, tu vois, c'était la West Coast, tu vois. Je suis le seul New-Yorkais, hein. Je suis le seul New-Yorkais dans tout ce coin-là. Non, mais c'est cool. Mais je voudrais qu'on revienne encore une fois sur ton parcours, mais qui est cette fois-ci un petit peu plus dark. Il y a eu l'accident de voiture. Ouais. Avec ton frère. Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce tragique épisode? Tu sais, je vais en dire peu, mais je vais essayer de le dire correctement. Ouais. Tu vois, quand t'es jeune adulte et que t'as plein de portes qui s'ouvrent, tu sais, t'as un rapport léger, tu vois, à la vie de tous les jours. Tu vois, donc moi, c'était à fond la musique ou à fond le sport, et tu sentais que je commençais à avoir un petit peu de distance avec les études, que je prenais moins ça au sérieux. Même chose niveau religieux. Moi, j'ai pas l'excuse, tu vois, de dire j'ai grandi dans une famille où on me parlait jamais de dîn, où on me parlait jamais de religion, où mes parents ils savaient rien. Tu vois, j'ai pas ce luxe-là, parce que non seulement j'ai eu une éducation religieuse, mais en plus cette éducation religieuse, même en Égypte, elle a été structurée, tu vois. Donc, quand mon père il a vu que j'atteignais l'âge d'homme, l'âge de raison, il m'a dit Marwan, rappelle-toi que la prière c'est pas une option, c'est une responsabilité, c'est une obligation. Et tu vois, j'étais dans la mentalité où je me disais, je verrai plus tard, je verrai quand je serai adulte, je verrai quand je serai marié, je verrai quand je serai un papa, et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu vois, genre, c'est pas je bottais en touche. Tu m'aurais interrogé à l'époque, je t'aurais dit bien sûr que c'est bien de prier et qu'il faudrait prier. Mais tu vois, je commençais à prendre les choses à la légère, prendre les choses pour acquises. Ça, puissance 1000. Où je me retrouvais des fois, tu vois, dans des environnements où je me sentais pas en cohérence, tu vois. Je me retrouvais dans des studios d'enregistrement où tout le monde buvait et fumait des spliffs. Et après, je rentre à la maison et je sens cette odeur-là, même si je fume pas et même si je bois pas. Et je me sentais pas comme ça. Je commençais à fréquenter une fille avec laquelle je me suis marié. Et je me disais, tu vois, genre, je peux pas espérer, tu vois, la traiter correctement et l'épouser, et en même temps me retrouver dans un environnement où, tu vois, genre, le rapport aux femmes et le rapport entre hommes-femmes, tu vois, genre, il est pas correct, tu vois. Donc, j'avais ces sentiments tu vois, parfois d'incohérence ou d'inconsistance, et à un moment donné, je sortais avec mon petit frère, on était en voiture, et on passe le feu rouge, et un gars, il grille, on passe au feu vert, et un gars, il grille le rouge, tu vois, qui arrive. Il arrive en balle, en bombe atomique, à 120 à l'heure, en plein Gennevilliers, tu vois. Et il explose notre voiture, tu vois. Genre, elle a fait un salto, elle est en miettes, tu vois. Et on voit, en fait, on est à 100 mètres de chez mes parents. Et on voit, en fait, le siège, il est incrusté de morceaux d'acier sur tout le long, et nous, on n'a pas une égratignure. Je regarde mon frère, il est sain et sauf. Je dis, vas-y, viens, on rentre à la maison, on va prier. Tu vois. On est rentré, j'ai fait mes ablutions, j'ai commencé la prière et je l'ai jamais quitté. Et en fait, tu vois, j'ai vu ce moment-là comme une espèce de moment de rappel. Voilà ce qui se passe quand tu bifurques. Voilà ce qui prends pas ta vie, tu vois, pour acquise. Et tu passes ton temps à dire plus tard. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y aura un plus tard, tu vois? Et là, tu vois, genre, j'ai mis le coup de boost. J'ai mis le coup de boost, j'ai mis le coup de turbo sur les études, j'ai mis le coup de turbo sur le mariage. On est parti avec mes parents, on a demandé la main de mon épouse correctement et tout ça. Et ça s'est fait. On a mis le turbo niveau familial, organisation. Et en 2 ans, j'avais terminé mes études d'ingénieur, j'étais marié, j'avais un poste.
et tout se passait bien, quoi. Et tu avais arrêté tes activités de DJing. Ouais, mais tu vois, j'avais plus le temps. Et au fur et à mesure, tu te dis, bah, c'était bien, tu vois, pendant un temps. Mais si tu me donnes 5 heures de libre, je suis sûr que je peux trouver quelque chose de plus utile et qui m'apporte plus que d'écouter du son ou d'aller enregistrer une mixtape ou autre. Et je respecte, tu vois, tous les gens qui ont choisi ce parcours. C'est juste que j'ai autre chose à faire de ma vie, tu vois, que ça. Et j'avais un rapport différent à mon temps. Et puis surtout, j'avais une femme maintenant. Bien sûr. Tu vois, et j'avais un projet. Et c'est comme ça, tu vois, que je me suis concentré sur le taf, sur les voyages, sur le fait de vraiment développer mes compétences au max pour que, tu vois, je fasse ce que mes parents m'avaient demandé quand j'étais petit, et que, tu vois, de la même manière que eux, ils ont fait tout ce qu'ils devaient et 1000 fois plus vis-à-vis de moi, je fasse au moins une fraction de ce que eux ils avaient attendu vis-à-vis de moi. Excellente mentalité, Marwan. Excellente mentalité. Et tes études dans tout ça, fac de médecine, échec. On a planté l'examen. Mais on n'était pas préparé et j'ai pas d'excuses. J'ai eu des bonnes notes, mais à l'époque, tu vois, genre c'est là où ça joue peut-être le capital social. Quand on a choisi médecine, c'était en connaissance de cause. Mes parents, tu vois, mon père surtout, il m'avait orienté vers ça. Sans trop m'expliquer, tu vois, pourquoi. Moi, je pensais que c'était parce qu'il pensait que ça fait bien d'être médecin et tout ça, mais en fait, lui, dans sa tête, il me connaissait tellement par cœur qu'il me voyait faire un job où j'arriverais à me rendre utile, en fait. Ça, il me l'avait pas expliqué à l'époque. Donc, j'y suis allé, tu vois, plus pour lui faire plaisir. Mais, comme je savais pas comment choisir parmi les hôpitaux, j'ai choisi celui, tu vois, où il y avait la composante scientifique ou la composante science, tu vois, la plus importante, sans réaliser qu'en fait c'était le plus difficile et que si t'as pas un père médecin ou une mère docteur, que t'as pas, tu vois, genre les conseils et tout ça, tu vois, qui vont bien pour savoir comment préparer le concours, en fait ça va être beaucoup plus difficile que pour les autres. Donc j'ai trimé mais comme un dingue. J'ai eu des bonnes notes, mais j'étais 160e sur 700, là où il y avait que 130 places disponibles pour l'année suivante. Et c'était la première fois où je me plante à un examen. Et tout le monde considérait que c'était normal de redoubler et ainsi de suite. Mais moi, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Tu vois. Et comme j'avais pas le copain, la copine pour m'expliquer, voilà comment tu prépares l'examen, voilà comment un truc. L'aspect psychologique compte énormément. Bien sûr. Et puis surtout, t'as le fait que là maintenant, tu vois, t'as même des assos de gens, tu vois, qui viennent des quartiers populaires et qui sont dans le milieu médical et qui vont coacher les autres pour savoir comment tu prépares le concours. Encore une fois, moi, je me donne aucune excuse. Parce qu'en général, je compte sur moi avant de compter sur qui que ce soit d'autre dans le taf. Et si j'ai planté cet examen, c'est ma responsabilité. Bien. Tu vois, et celle de personne d'autre. Mais, rétrospectivement, je me dis, voilà, quand mes enfants, ils arrivent à l'âge de choisir leurs études, s'ils choisissent médecine, je sais qu'ils auront besoin d'un petit coaching pour avoir les meilleures chances de réussir à l'examen. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, voilà, j'ai fait cette année, ces deux années pour faire plaisir à mon père parce qu'il voulait que je fasse médecine. Manifestement, je suis pas câblé, tu vois, pour ce domaine. Je vais revenir aux mathématiques, tu vois, qui sont mon domaine de prédilection. Je lui ai demandé sa permission. Il m'a dit, ouais, vas-y, fonce dans ce truc-là si ça te convient mieux. Et du coup, direct, je suis allé en école d'ingénieur. T'avais besoin de lui demander cette permission-là? Toujours. Et je prends pas à la légère l'éducation des parents. Je te dis la vérité, je suis terrifié à l'idée, tu vois, qu'ils soient pas contents. Et je suis terrifié à l'idée, tu vois, que le jour où on sera tous jugés, tu vois, ils aient quelque chose à dire de moi. Marwan, il nous a plantés, quoi. On a passé, tu vois, et je pense, tu vois, genre, à d'où ils viennent, à ce qu'ils ont sacrifié. Ouais. Tu vois, mais purée, mais même pas en rêve, je vais prendre un parcours où mes parents, ils seraient pas satisfaits de moi. Et c'est tout. Donc, je prends, même maintenant, dans mes décisions, tout ça, je consulte mon épouse, je consulte des personnes autour de moi dont je sais que, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons de stratégie, ils ont toujours des bons conseils. Et je demande, bien entendu, à mes parents, je prends le temps de leur expliquer correctement, même quand c'est compliqué, je vois ce qu'eux, ils en pensent. Et il y aura toujours quelque chose à apprendre. Tu vois, il y aura toujours un petit conseil, un petit partage d'expérience où je sais que même si je prends exactement la même décision ou une autre décision, elle sera enrichie de leur rapport à eux. Et je sais que après, quand ça devient bumpy, tu vois, quand il y a de la secousse et tout ça,
J'ai pas besoin de me retourner pour savoir si ma femme, mes enfants, mes parents me soutiennent. J'ai pas besoin de regarder à droite à gauche, tu vois, et de me dire, parce que je sais que ils étaient solidaires de la décision et donc ils soutiennent dans l'action. Excellent. Franchement, je suis sans voix. Je suis presque sans voix. Bah, non, tu vois, bien, la prochaine fois, il faudra que tu invites les parents, tu vois. Non. C'est bien. Non, mais parce que c'est fou. Moi, il y a mon père, que Dieu ait son âme, mais qui me disait la même chose aussi, à savoir médecin. Bon, je n'avais pas tes compétences en mathématiques, tu vois, mais c'est pour te dire, il savait qu'il fallait être important et impacté et ne pas faire de la rétention d'informations, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça me touche d'autant plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cet échec-là, tu as pu ressortir grandi. Parce que tu es parti à la fac Pasqua. À quel moment tu as dit, je vais mettre les bouchées doubles. Là, je vais pas me vautrer. Ouais. Le réflexe, je sais pas ceux qui regardent encore Olivier et Tom, le match le dessin animé de foot, mais tu vois, c'est la mentalité Mark Landers. Bien. Pour ceux qui regardent Senseiya, tu vois, c'est Iki le Phénix, tu vois. C'est pas la mentalité, tu vois, des gentils. C'est clair. Donc, dès que à chaque fois, je me suis fixé une règle. Si je plante un truc, je dois faire mieux après. Bien. Tu vois. Bien. Je dois me mettre en mode guerre, réparer, comprendre, tu vois, pourquoi j'ai planté un truc et vraiment me réajuster pour cartonner encore plus. Et j'ai eu le bienfait, tu vois, d'avoir une épouse qui partage la même mentalité. Moi, ma femme, si je plante un truc, elle me dit pas, t'inquiète, c'est pas grave. Elle me dit, purée, il se passe quoi? C'est bien. Tu vois, elle me motive, elle dit, bah, vas-y, tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Alors, tu vois, on lâche l'affaire, esprit Coubertin ou autre. Donc, elle m'encourage à faire mieux. Et donc, tu vois, on a dit, bah, vas-y, on va prendre une école d'ingénieur. Et à l'époque, il y avait cette école, tu vois, qui ouvrait. C'était vraiment bien. Ils avaient des moyens de dingue. Quand je dis des moyens de dingue, c'est des ordinateurs, tu vois, par exemple, qui coûtent l'équivalent de 45 000 € maintenant et que jamais personne n'aurait pu avoir pour étudier dessus. Il y avait des locaux flambant neufs, une bibliothèque de 7 étages et tout ça. Et pour les étudiants, tu vois, qui étaient des Hauts-de-Seine, si t'avais vraiment des bonnes notes et un bon dossier, tu pouvais être pris et tu payais 10% en fait des frais d'études. Donc, j'ai passé les tests, j'ai été pris, et après, bah, ça me convenait parfaitement, et c'était top. Franchement, bête d'expérience. Combien de temps, super 5 ans. D'accord, bien. Du coup, 5 ans, mais déter. Et là, tu vois, genre, je levais jamais le nez du guidon, quoi. D'accord. On levait tellement jamais le nez du guidon que j'ai même pris un job étudiant à côté et un job dans la fac, parce que ça me permettait, tu vois, de mettre un peu de sous à côté, tu vois, quand on se mariait, pour pouvoir financer et tout, quoi. Normal. Ah, c'est bien, tu savais où t'allais. C'est excellent. Et du coup, l'expérience en tant que trader. Là, tu vois, t'arrives en finance de marché, puisque c'est les études. Moi, le calcul, il était simple. Si tu fais des maths, c'est quoi le plus court chemin entre des années d'études et un bon salaire, tu vois? Parce que je fais pas des études pour l'amour de l'art. Je fais des études, tu vois, pour avoir un bon job. Sur une bonne et avoir une vie, tu vois, où j'ai pas de soucis. Et donc, on a choisi mathématiques, option finance, donc les stats, les probas, les processus aléatoires, bref, tout ce qui relève de l'incertain, appliqué aux questions d'économie et de finance. Et après, j'ai trouvé très rapidement, très facilement un job, à l'époque à la Société Générale. Et là, tu te dis, ben, ça y est, c'est bon. Tu signes ton premier contrat, on t'envoie en poste à Tokyo, au Japon. Tu vois, t'as un chauffeur qui t'emmène pour choisir ton appart, et même des gens, tu vois, qui sont chargés de te présélectionner les apparts et compagnie. T'as des collègues, t'as des moyens et tout. Et tu te dis, c'est bon, c'est la fin du film, en fait. Tu vois, genre, si tu te remémores, venez, on fait un truc. Pour tous ceux d'entre nous, tu vois, qui sont fils, petits-fils d'immigrés, tu vois. Essayez de vous imaginer le jour où le papa, la maman a quitté le pays. Tu vois, il a quitté le pays d'origine. C'était quoi la motivation? Dans sa motivation, le plus loin de la fin du film, c'est je vais avoir des enfants, ils vont se marier, ils auront un bon job, ils auront suffisamment d'argent, ils auront une bonne éducation, et on manquera de rien, et on sera heureux. Donc, littéralement, techniquement, on arrive à la fin du film. Ouais. Sauf que dès que tu commences à zoomer, tu te rends compte que le happy end, tu vois, qu'on t'a vendu, il est pas ouf, quoi, tu vois. Tu te rends compte que pour que tu t'enrichisses de cette manière, en fait,
en fait, tu vois, quand t'achètes des matières premières ou quand t'achètes des indices, tu vois, sur les marchés financiers, ça a un impact dans l'économie réelle. Si t'as acheté, tu vois, genre les stocks de matières premières de production de blé de telle région d'Inde, le prix du blé en Inde, il augmente, et les gens qui doivent acheter du blé pour faire du pain, ils doivent le payer plus cher, et parfois ils ont même plus les moyens. Si tu gagnes de l'argent et que la dette de l'Argentine s'effondre, tous les gens qui avaient placé leurs économies sur les caisses d'épargne argentines, beaucoup d'entre eux, ils perdent leurs économies. Donc pour t'acheter ta Porsche, ou pour t'acheter ta Mercedes, ou pour payer ton costume, ou pour payer ton salaire de trader ou d'ingénieur financier, cet euro, il vient pas de nulle part. Cet euro, il vient du fait que quelqu'un l'a perdu quelque part. Donc tu dis, si tu fais abstraction et tu regardes tes écrans de trading comme un jeu vidéo, là ça monte, là ça descend, mathématiquement c'est fascinant. Tu vois, imagine, genre, quelqu'un, il est bon dans ce qu'il fait et il est intéressé par ce qu'il fait. Si tu arrives à juste faire ça, franchement, tu vas kiffer. Tu vas devenir riche et en plus, tu vois, c'est intellectuellement stimulant. Mais si tu commences à zoomer et à regarder, cette courbe, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Ça, c'est la courbe de la dette de tel pays. Oui, mais quand elle monte, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'ils ont plus de mailles. Ça veut dire qu'ils ont plus. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que des gens qui ressemblent à tes parents et à tes grands-parents, tu vois, quand ils ont quitté, ou à tes voisins, ou les gens avec qui tu vis, pendant que toi, tu es en train de cliquer, là, eux, ça a un impact sur leur vie de tous les jours. Et tu le vois, parce que, tu vois, les vagues de migrants dont on est issu, dont nos parents sont issus, soit c'était des vagues de travailleurs qualifiés, ils sont venus parce qu'il y avait besoin de tel type de main-d'œuvre ou de tel autre, soit c'était pour de la reconstruction, parce qu'il fallait faire des autoroutes, des immeubles et ainsi de suite. Et là, après, tu vois, quand on a maintenant des gens, tu vois, qui viennent et qui émigrent pour des raisons économiques, des fois, tu as des frères, c'était des pêcheurs au Sénégal, et avec la politique agricole commune, en fait, on a tellement dumpé le prix de la tomate et le prix des oignons et le prix des trucs, que c'est plus intéressant pour un pêcheur ou pour un producteur sénégalais ou ivoirien ou égyptien ou marocain, tu vois, d'être passeur et de transporter des gens dans une barque que de produire des tomates ou d'aller pêcher. Donc nous-mêmes, Européens, avec les politiques de subvention massive de l'agriculture de masse, tu vois, en Espagne ou en France ou en Italie, on fait tellement baisser le prix des denrées alimentaires que c'est même plus intéressant dans des pays comme d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb de produire. D'accord. Donc, en fait, la politique agricole commune qui est menée par l'Union européenne, elle verse énormément de subventions aux agriculteurs, et c'est très bien, c'est nécessaire, ils en ont besoin, d'accord ? Parce que les prix de la grande consommation sont tellement bas qu'ils n'ont pas les moyens de vivre de leur activité, mais ça a un effet pervers, c'est que ça fait baisser le prix pour tout le monde, y compris les gens dans d'autres pays, que ce soit au Maghreb, au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Et ça fait que, par un effet pervers, des pêcheurs ou des agriculteurs de ces pays-là ne peuvent plus vivre dignement de leur métier et parce qu'ils sont concurrencés par de la tomate qui est importée d'Europe. Et donc, du coup, en fait, ils sont obligés de migrer et de partir ailleurs pour espérer un avenir meilleur pour leurs enfants. Et c'est comme ça que, quand ils arrivent en Europe, on leur dit on veut pas de vous, alors que nous-mêmes, on est en partie responsable économiquement de ce qui est produit et de ce qui déclenche ces flux d'immigration. Certains proviennent des pays en guerre, d'autres proviennent de pays, tu vois, qui économiquement ne sont plus viables dans leur catégorie de métier. Donc quand j'ai réalisé ça dans mon métier à l'époque en finance pour la Société Générale, tu vois, tu réalises les implications morales de ce que tu fais. Et si tu as un minimum d'éducation et un minimum d'éthique, tu te rends compte que tu peux pas faire ça toute la journée et rentrer prier ou rentrer espérer, tu vois, une vie meilleure alors que tu fais ça de ta journée, quoi, tu vois. Et surtout, tu vois, genre, l'idée que tu te fais du travail, c'est-à-dire que tu travailles à la sueur de ton front dans un boulot correct et l'argent que tu gagnes, t'es heureux de le dépenser parce que tu sais qu'il vient d'un bon endroit. Ça, quand t'es trader, tu peux pas penser ça, tu vois. Parce que ton argent, il provient de la spéculation, ou pire, tu vois, de l'effondrement des économies réelles et de l'impact que ça a sur la vie des gens à des dizaines de milliers de kilomètres de là, quoi. Bien sûr. Donc, j'ai choisi de bifurquer à ce moment-là. Et le climat était devenu pesant aussi, parce que tu disais que tes collègues étaient quand même un peu frappés. D'autres s'amusaient à regarder des films porno. C'était tes termes, tu vois. C'est des trucs de dingue. La salle de marché d'une grande banque, qu'elle soit française ou autre, ça attire les meilleurs éléments
dans un domaine en particulier. Le fait de faire gagner de l'argent à la banque. Et à l'époque, c'était avec des modèles mathématiques, avec des algorithmes, des choses qui sont techniquement très avancées. Mais ça veut pas dire que humainement, c'est aussi avancé, quoi. Et tant que tu rapportes de l'argent à la banque, en vérité, on est prêt à tout accepter. Donc, t'avais des traders, ils regardaient du porno au taf, ils parlaient... Oui, je parle au taf tout à l'heure, j'ai pas précisé, bien sûr. Ils parlaient aux autres collègues, tu vois, des autres équipes, mais comme à des chiens. En gros, tu vois, dans leur logique, c'était toi, soit t'étais un centre de profit, c'est-à-dire tu fais gagner de l'argent à la banque, soit t'es un centre de coût. Tu vois, par exemple, si t'es à l'informatique ou t'es à la maintenance ou t'es à la cantine, t'es un centre de coût, tu coûtes de l'argent. D'accord. Et cette manière de voir, en soi, elle est perverse. Donc, les gens qui rapportaient de l'argent, on les récompensait, on les félicitait. Et les gens qui coûtaient de l'argent, entre guillemets, eux, tu vois, ils étaient laissés pour compte au sein de l'entreprise. Et tu te rends compte, tu te dis, ces gens-là, je les aurais croisés dans un autre contexte. Je leur aurais mis des tartes, tu vois. Mais là, c'était mes responsables, mes collègues, les gens, tu vois, où... parce qu'ils portaient un costume, tu vois, on devait les respecter. Et ils étaient en une de magazine. On était des gens, tu vois, qui étaient à l'avant-garde de l'ingénierie française. Donc, dans les magazines, on parlait de nous, tu vois, comme si on était les fleurons, tu vois, du professionnalisme français. Mais ces gens-là, tu vois, le pire des dealers, du pire des voyous, il valait mieux que ça, tu vois. Parce que lui, il racontait pas, tu vois, qu'il était là pour fluidifier l'économie. Tu vois. Donc, ils sont exécrables. Franchement, pour moi, c'était genre la fin de la chaîne alimentaire. Et t'avais des gens qui, sortis de là, auraient pu être des gens exceptionnels, des gens très bien. Mais tu vois, dans ce contexte-là, ça nous pourrissait tous et ça créait des réflexes, tu vois, dans lesquels je me reconnaissais pas du tout. Et mon épouse, elle était tellement à des années-lumière de ça que, tu vois, elle m'a confié des années plus tard que quand je rentrais le soir, ça prenait 1 heure, 1 heure et demie avant que j'arrive à parler normalement. Parce que ton métier, tu gères des millions, des dizaines et des centaines de millions d'euros toute la journée. Tu dois coder des algorithmes qui font jamais de fautes, qui font jamais d'erreurs, qui font gagner, tu vois, de l'argent à la banque. Et tu as 0 seconde à passer. Donc, dès que tu t'exprimes, ça doit être direct à l'essentiel, ça doit être ultra efficace, ça doit être très directif. On n'a pas le temps, tu vois. Et donc, du coup, ça crée des comportements, tu vois, qui sont pas des comportements naturels. Et le soir, fallait que, tu vois, je me calme, que je me réhabitue à la lumière normale et pas à celle des écrans, qu'on passe, tu vois, l'heure du dîner tranquille, tu vois, dans le calme. Ah, et à ce moment-là, j'arrive à avoir une conversation d'être humain, quoi, tu vois. D'accord. Et c'est que beaucoup plus tard que mon épouse me l'a dit ou que mes parents me l'ont dit, quoi, tu vois. Et pour rien au monde, tu referais ça? Franchement, non. Il n'y a pas une somme d'argent qui me ferait signer un contrat, tu vois, de faire un truc où je me sens pas en cohérence. Mais ça en soi, c'est un luxe, tu vois, parce que mes parents, mon épouse, mes enfants, ils accepteraient, tu vois, qu'on vive avec un SMIC, tu vois. Mais je sais qu'il y a plein de gens dont la famille dépend économiquement et tu vois qui se sentent obligés, tu vois, de faire ça ou d'autres métiers, tu vois. Ça excuse pas. Pour moi, tu vois, les gens qui font des sales trucs, que ce soit légal ou illégal, mais dans les 2 cas immoral, tu vois. Pour moi, ça excuse pas. Mais je comprends, tu vois, qu'est-ce qui les motive à faire ça. Moi, j'avais le luxe d'avoir une famille qui me dit, bah, tu vois, il va se passer quoi? Tu quittes ton taf. Même si on devait repartir faire des livraisons chez Pizza Hut ou qu'on devait, tu vois, construire des murs ou faire de la peinture, qu'est-ce qu'on en a à faire de vivre avec le SMIC? Bien. On mange la même chose. Bien. On mange, tu vois, les mêmes steaks et les mêmes patates. On cuisine le même mafé et la même bamia et la même molokhia et le même couscous. C'est la même. Tu vois, je vais pas commencer à manger du caviar parce que j'ai 10 000 euros de plus, tu vois. Donc, au bout du compte, cet argent, il sert à quoi? Ça te sert à quoi d'avoir une Porsche pour aller à la même station d'essence? Explique-moi, s'il te plaît. Tu vois, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Tu vois, même moi, je kiffe les bagnoles et tout ça. Mais si je dois faire un choix entre avoir une vie, tu vois, qui me convient et je me sens en cohérence, et une vie où je vais avoir toutes les choses matérielles que d'autres convoitent, mais j'arrive même pas à me regarder dans la glace, tous les jours de la semaine, je prendrais la première option. Tous les jours de la semaine. Bien. En tout cas, c'est ça qu'on aime entendre. C'est ça qu'on aime entendre, ce genre de struggle, de sincérité. Sincèrement, Marwan, je te félicite pour ça. Du coup, mais grâce à cette activité-là, tu as pu parcourir le monde, tu as pu voyager. Depuis tout à l'heure, c'est important, tu parles tout le temps de ta femme. Madame, mais le hijab, porte le hijab. C'était quoi le regard à l'étranger? T'étais à Londres, t'étais à Tokyo, Varsovie. Comment ils ont perçu la chose?
C'est plus tard, après qu'on se soit mariés, qu'elle a choisi, elle, de se couvrir les cheveux, de porter un. À l'époque, elle ne l'avait pas? Quand on s'est mariés, non. D'accord. C'est un peu plus tard, tu vois, qu'elle a choisi de le faire. Et après, en fait, il y avait des contextes différents et des réalités différentes. Quand elle le portait en France, à l'époque 2003-2004, tu sentais que ça commençait à foirer, quoi, tu vois. C'est-à-dire là, les débats, là, maintenant qu'on a tous les jours sur CNews, à l'époque, ça commençait déjà. Mais perso, ça nous intéressait pas parce que on était déjà dans nos préparatifs pour partir au Japon. Tu vois, on s'en fichait et on se disait, ben, regarde, salut les mecs, nous, on va faire autre chose de notre vie. Et elle était très soutenue dans son entreprise. Donc, quand elle était déléguée par son entreprise dans des environnements en formation et tout ça, ses collègues et ses responsables, ils la soutenaient à 100%. Quand on était au Japon, elle n'a jamais eu le moindre souci. Elle a même été recrutée, donner des cours là-bas. Ah ouais. Elle a donné des cours de cuisine là-bas. Bien. Et ça se passait impeccable. Elle enseignait à des Japonaises, des Japonais, des cuisines différentes et tout ça. Et ça se passait impeccable. Quand on était à Varsovie, c'était un peu plus compliqué. Mais tu vois, le statut de diplomate, il te protège. Donc, c'était pas la femme en foulard, c'était l'épouse de diplomate, tu vois, qui habite dans donc, ça te protège d'un certain nombre d'attitudes dans le quartier ou quand tu arrives, je sais pas moi, à une frontière ou à un guichet, elle sort son passeport et elle sait que tu vois, il y a un tampon dessus. Ils vont pas la traiter comme ils se permettent de traiter. Tu vois, d'autres immigrés dans le pays, ils se permettent pas ce genre de truc. Et nous, on fait, du coup, il y a certaines fois, tu vois, on ne disait pas qu'on était diplomate, on montrait pas notre passe, justement pour tester les attitudes qu'il y avait et remettre les gens en place, tu vois, s'il y avait besoin. Et partout où on a voyagé dans le monde, on n'a pas eu de soucis de ce point de vue-là. Elle en a pas eu, mais elle est très calme, très sereine. Mais elle se laisse jamais intimider. Bien. Donc elle sait gérer ces situations-là. Mais c'est vrai que, tu vois, genre en France, elle voit bien aussi tu vois, les difficultés qui sont associées au fait de porter un foulard. Elle sait très bien les gérer, mais elle n'est pas aveugle, d'autant plus que ça a été l'un de mes engagements pendant des années. Donc, ouais. Mais c'est pas le genre de femme... tu vois, genre, pour elle, tu vois, toutes les questions de discrimination ou problème ou blocage, ou que ce soit vis-à-vis des femmes ou des arabes ou des filles qui portent le hijab ou autre, pour elle, c'est juste une information, tu vois. C'est pas un problème. Ok, next, tu vois. C'est pas toi qui va m'empêcher d'avancer. Boum. D'accord. Et est-ce que ça t'a pas conforté par la suite de créer, et du moins d'intégrer le mouvement CCIF? Je l'ai pas créé. D'autant plus que j'étais informé, tu vois, de sa création en 2003-2004 et qu'à l'époque, tu vois, j'avais dit merci les gars, mais perso ça m'intéresse pas parce que je pars vivre ailleurs. C'est que 7-8 années plus tard, quand on s'est vraiment posé en France, tu vois, que j'ai commencé à avoir on avait déjà nos enfants et tout ça, que cette fois-ci, tu vois, on m'a sollicité juste pour une traduction. Et plus je regardais ce qui se passait à l'intérieur du CCIF et le fonctionnement de la SOS, plus je me rendais compte que ce qu'ils font, c'est capital, c'est essentiel, c'est trop important. Et ils ont vraiment besoin de soutien et d'aide. Et c'est comme ça que je me suis impliqué un petit peu, puis un petit peu plus, jusqu'à ce que je devienne... porte-parole de la sauce, et puis ensuite que je devienne directeur quelques années plus tard, en 2016-2017. Et c'est tout, sauf que, tu vois, genre, t'as eu une incarnation du CCIF à partir de ce moment-là, parce que, tu vois, comme je faisais des télévisions et que j'essayais d'être, tu vois, genre, efficace dans ma mission de porte-parole, le déficit de parole des Noirs et des Arabes, tu vois, à la télé, il est tel qu'il suffit que l'un ou l'une d'entre nous s'exprime correctement pour que, tu vois, genre, on concentre une forme de visibilité sur lui ou sur elle, tu vois. Et c'est le cas pour Rokhaya, c'est le cas pour d'autres frères et sœurs. Bien sûr. Ça a été le cas pour moi à un certain moment. D'accord. Et là, tu étais toujours en mission. Ouais. J'avais les deux, en fait. J'avais mon travail, tu vois, pendant la journée, d'analyste quantitatif dans une grosse boîte américaine à Paris. Et puis, j'avais mon job de bénévole au CCIF que je faisais le soir et les week-ends, et ça prenait de plus en plus de place. Mais tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois des milliers de
de frères et sœurs qui se font haggar parce que ils ont telle couleur de peau ou parce qu'ils ont telle religion. Tu peux pas faire comme si tu regardais ailleurs. En quoi consiste l'assaut? L'assos, son travail, c'était d'aider des personnes qui sont en situation de discrimination ou qui ont subi des violences racistes et islamophobes. Donc c'est simple, c'est un guichet d'assistance. D'accord. Et donc du coup, tu vois, les gens appelaient, il m'est arrivé ça. Est-ce que c'est juridiquement légal ou illégal? Si c'est illégal, est-ce que vous pouvez m'aider à obtenir mes droits? Et donc du coup, tu vois, la SOS mobilisait des juristes, des avocats, des médiateurs pour résoudre les dossiers jusqu'à ce que ce soit résolu. La plupart du temps, ça se résolvait par médiation. Donc, tu envoies un courrier recommandé, tu passes un coup de fil et t'expliques que c'est illégal et les gens se conforment au droit. D'autres fois, il fallait aller en procès et t'obtenais des décisions en justice qui créaient des jurisprudences qui évitaient que d'autres discriminations se produisent du même type. Donc, tu as toutes les affaires Burkini, toutes les affaires de perquisition qui étaient injustifiées, toutes les affaires d'exclusion des sœurs ou des frères, parce que, je sais pas moi, un dossier fameux, tu vois, où un frère s'est fait virer de l'aéroport à Nice parce qu'il a dit salam alaikum, tu vois. Tu vois, genre, un avocat du CCIF a obtenu sa réintégration. Tous ces types de dossiers-là, ils étaient résolus soit par médiation, J'ai en tête aussi Lila Lévy au lycée d'Aubervilliers. Alma et Lila, les deux sœurs. Et ouais, effectivement, ça c'était un cas emblématique. Et c'était un cas d'autant plus emblématique qu'elles étaient converties et leur papa les soutenait entièrement. Tu vois, quand l'entourage, la famille les soutient et qu'elles sont suffisamment solides pour dire, nous c'est important pour nous de porter ce foulard comme une partie de notre accomplissement et de notre épanouissement religieux, c'est d'autant plus important de les soutenir dans l'accès à leurs droits comme n'importe quelle autre citoyenne. Et là, tu vois, c'est devenu un cas emblématique parce qu'elles étaient tellement sincères, impliquées, et puis la famille aussi l'était, que ça, c'était devenu un cas majeur de la lutte contre l'islamophobie. T'en as eu une bonne trentaine comme ça à travers les 15 années d'existence, tu vois, du CCIF, et à chaque fois ça faisait avancer la lutte et ça a aidé d'autres personnes à accepter de prendre la parole, à refuser l'injustice, tu vois, de la même manière que moi quand je vois des Amel Bentounsi, des Assa Traoré, des femmes, des hommes, tu vois, qui lèvent la tête, qui relèvent la tête, qui défendent une idée de la justice, qui demandent des comptes pour la manière dont leurs proches ont été traités, parfois tués. Tu vois, ça me donne du courage, ça m'inspire, ça me touche, ça me donne envie d'avancer, et je comprends que certains des combats du CCIF aient pu produire ce sentiment sur de nombreux frères et sœurs, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur origine. Est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui vous êtes une menace un peu pour l'establishment? Ça c'est clair. Tu vois, t'as une double menace. T'as la menace de l'assos, c'est-à-dire que tu vois, le fait qu'il y ait une assos qui défende les gens et qui est prête à faire une chose, en anglais on appelle ça speaking truth to power, tu vois, dire la vérité au pouvoir et contredire le pouvoir, même quand le pouvoir est injuste, ça crée une menace. Et c'est pour ça que Darmanin, quand il parlait du CCIF, il disait c'est des ennemis de la République. C'est pas des ennemis de la République, c'est des ennemis de sa République. Parce que si sa République, elle n'est pas capable de contrôler sa braguette, si sa République, elle cautionne les violences policières, si sa République, c'est de capter, tu vois, au bout du compte, les richesses et de les distribuer parmi les puissants et de laisser les soignants, les enseignants, les gens des quartiers populaires avec des moyens minimaux survivre au quotidien, alors oui, effectivement, on est des ennemis de cette République-là, cette République de l'entre-soi, tu vois. Et donc, t'as cette notion de menace vis-à-vis de la sauce, et puis t'as une notion de menace vis-à-vis des personnes. Bien sûr. Parce que dès qu'un noir ou un arabe ouvre sa bouche, tient tête, remet à leur place, tu vois, des racistes, ils peuvent plus, tu vois, ils supportent même plus. Surtout quand ça se passe en langue française. Combien de fois, moi, tu vois, des racistes, ils viennent me voir après un plateau télé ou un truc comme ça, me fait, il y a jamais un arabe qui nous a parlé comme ça. Vaut mieux vous habituer, tu vois, parce qu'on n'est pas tout seul, t'as vu ? Bien sûr. Bien sûr. Mais tu comprends ce que ça dit de leurs sentiments. C'est qu'en vérité, tu vois, ils s'attendent à ce qu'on leur dise merci de nous autoriser à respirer, quoi, tu vois. Et donc, du coup, même si, perso, j'ai quitté le CCIF en 2017 parce que j'avais terminé mon travail, tu vois, là, on est 4 ans plus tard, et je reste dans un lien
affectif très fort avec cette assoce, parce que je comprends ce qu'elle implique et je comprends ce qu'elle a accompli en tant qu'assoce, et j'essaie d'être les pieds sur terre, et j'essaie d'être reconnaissant pour ce que ça m'a permis à titre individuel d'accomplir. Rétrospectivement, je regarde, et grâce au CCIF et grâce à l'implication dans ces luttes-là, j'ai appris plein de choses. Tu vois, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui à mon modeste niveau. Je pourrais pas me regarder dans la glace, et j'espère que je pourrais continuer à le faire si j'avais pas eu cette opportunité, tu vois, de contribuer à mon échelle à ce combat-là. Et pour toi, la liberté d'expression, elle a géométrie variable? Bah, tu as une observation qui est simple, tu vois. La liberté d'expression, elle va avec un pouvoir. Elle va avec un pouvoir médiatique, elle va avec un pouvoir politique, avec un pouvoir économique. Tu vois, tu as des gens qui peuvent dire les pires trucs, et ils sont dans l'impunité. Ils sont dans l'impunité totale, tu vois. Et même quand ils sont condamnés par la justice, ça n'a aucun impact sur leur carrière ou leurs privilèges. Tu vois, un Éric Zemmour qui a été condamné X fois par la justice, ça l'empêche pas d'être récompensé par son employeur. Il est félicité pour ça. Il peut même mettre ça sur son CV, tu vois. Alors que il suffit que un Rom, un Asiatique, un Noir ou une Arabe disent une phrase de travers pour que, tu vois, genre, limite, ils vont lui tamponner, ils vont faire des affiches, des campagnes d'affichage autour du périph' pour dire, voilà, cette personne, il faut la blacklister, et ainsi de suite. Cette notion-là, c'est l'idée même du privilège. Et ça crée une forme d'asymétrie dans l'usage de la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, faut pas la demander, faut la prendre, tu vois. Et il faut pas se laisser intimider, faut pas avoir peur. Tu vois, regardez-vous dans la glace, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez, et vous laissez pas intimider, et laissez personne vous dicter ce que vous avez le droit ou pas le droit de dire. Et si vous en êtes là, c'est que la bataille, elle est déjà perdue, en fait. Parce que vous avez intériorisé ce stigmate-là. Bien. Et il n'y a pas des moments où tu as craqué, parce qu'aujourd'hui, tu es la cible de beaucoup de moqueries, de beaucoup d'insultes, de beaucoup d'acharnement. Ça joue sur le moral. Ça joue sur le moral, mais comme je disais tout à l'heure, et on en a discuté longuement tout à l'heure, moi j'ai été préparé pour ça depuis l'enfance. J'ai pas découvert les racistes à 30 ans. Et j'ai déjà eu à me battre, j'ai déjà eu à survivre, quel que soit l'environnement. Donc c'est pas une bande de racistes, tu vois, qui va m'intimider. Donc ça me fait pas péter un câble. Au contraire, tu vois, c'est ma stamina, tu vois. Bien. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es anonyme sur Twitter, t'es Premier ministre. Qu'est-ce que ça change pour moi au bout du compte? Bien sûr. Bien. Tu peux monter au plafond, tu peux descendre. T'es un être humain et tu vas mourir comme tout le monde. On va tous au même endroit. Exact. Tu vois? Donc tu crois que tu fais peur à qui? Tu ramènes 15 quarts de CRS, tu fais peur à qui? Tu vois? Et tous ceux d'entre nous qui ont déjà eu à vivre de manière très concrète un conflit ou le danger ou la notion même de survie dans leur vie au quotidien, ils n'ont pas à être impressionnés par des gens, tu vois, qui se complaisent dans leurs privilèges depuis leur enfance, tu vois. Donc ça me fait pas péter un câble. Par contre, quand je vois mes frères et sœurs prendre pour acquis ce qu'ils ont, laisser leurs parents se faire humilier, accepter au bout du compte la condition qui leur est faite, ça me fait péter un câble. C'est-à-dire? Quand je vois que l'avenir de nos enfants, tu vois, il est en danger, qu'il n'y a jamais eu autant d'injustice sociale et politique, et qu'on est plus occupé, tu vois, à essayer de devenir des influenceurs pour vendre des sacs à main, tu vois, qu'à éduquer nos frères et sœurs, ça me fait péter un câble. Quand je vois que les modèles futurs de nos enfants, c'est des gens qui insultent nos enfants, tu vois, qui passent leur temps à insulter des mères sur Instagram et sur Twitter et ainsi de suite, et que c'est ça que nous-mêmes on érige pour modèle, ça me fait péter un câble. Quand je vois que on n'a pas de respect pour les livres, on n'a pas de respect pour les parents, on n'a pas de respect pour notre dignité, on n'a pas de respect ni pour notre couleur de peau, ni pour notre origine, ni pour la religion qu'on nous a enseignée, ça me fait péter un câble, tu vois. Mais ça, c'est entre nous, et je le dis entre nous, tu vois. Mais que des racistes se comportent comme des racistes, ça me fait pas péter un câble. C'est le générique du film. D'accord. Tu vois. Mais ce qui se passe dans le film, c'est notre responsabilité. Parce qu'on serait pas traité comme ça si on n'était pas traitable comme ça. Exact. Oh. En tout cas, le message est passé, Marouane. Assurément. Et la loi de 2004 sur la laïcité, ça te parle? Ouais, déjà, c'était une loi d'interdiction. Ouais. C'était pas vraiment une loi de laïcité. Donc, c'était très ciblé. C'était ciblé sur les femmes musulmanes, puisque c'était l'essentiel du débat parlementaire et du débat médiatique et politique qui a précédé cette loi. Et c'était la mère de toutes les lois qui ont suivi d'interdiction. C'est vrai. Et la target, c'est les femmes musulmanes. Point barre à la ligne, tu vois. Et c'est une forme d'obsession, forme d'obsession française.
tu vois, parce qu'on devient la risée du monde partout où on voyage. Des fois, c'est ridicule. Je suis obligé de défendre la France, tu vois, parce que les gens disent, c'est quoi ce genre de pays où on est en train de passer des lois vestimentaires, Bien sûr. Intéressez-vous à ce que les gens ont dans la tête, pas dessus, tu vois. Et donc cette loi, elle est passée et elle a légitimé beaucoup de dossiers de discrimination où elle était appliquée abusivement en dehors de son contexte d'application. Et ça a créé, tu vois, une forme de stigmatisation des femmes musulmanes qui a été sans cesse grandissante en France, au point où, tu vois, genre, tu leur enlèves ça, ils n'ont plus rien à dire, quoi, tu vois. S'il n'y a pas un débat sur les musulmans, et en particulier sur les musulmanes, et en particulier celles qui portent le hijab, c'est mort, t'as la moitié de l'échiquier politique français qui est au chômage, quoi, tu vois. Donc ça, c'est devenu un vrai problème. Et si c'était juste un problème politique et médiatique, à la limite, t'éteins ta télé, fin. Mais ça a un impact dans la vraie vie des gens. C'est vrai. Tu vois, quand les mamans, elles accompagnent leurs enfants. Bien sûr. Et elles se retrouvent parfois exclues de la sortie scolaire. Quand une sœur, elle va pour s'inscrire à une formation et elle doit se justifier avant même, tu vois, de démontrer ses compétences. Quand une jeune femme, elle grandit avec l'idée qu'elle doit intérioriser qu'aux yeux de beaucoup de ses concitoyens, elle a un problème, tu vois, c'est grave. Ça veut dire qu'on a atteint un seuil où, au lieu de s'occuper tous ensemble des vrais problèmes qu'on traverse, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, éducatifs, sanitaires ou autres, en fait, on a une diversion de masse qui s'appelle l'islamophobie, tu vois, et qui permet à chaque fois de tourner le regard des gens ailleurs, tu vois. Et ça, t'as une triple responsabilité. T'as une responsabilité politique, parce qu'il y a des gens qui agitent ce spectre-là, juste pour se faire élire, et juste pour occuper le terrain. C'est ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle. Tu as une responsabilité collective de tous les citoyens, parce que, tu vois, genre, ces gens, ils ont bien été élus. C'est nous qui avons voté pour eux. Bien sûr. Tu vois. Et moi, j'aime pas la fable du peuple ignorant qui se fait manipuler par les élites. Je partage ton propos. Donc, on a tous une responsabilité dans le fait que nos élites politiques soient comme ça. Tu votes toujours, toi ? Moi, je vote plus. Tu vois, j'ai fixé... Donc, finalement, c'est... Attends, je vote plus par défaut. Tu vois. Je vote plus tant que je suis pas convaincu, déjà que j'ai un être humain en face de... Mais quand tu votes pas, tu donnes une voix à quelqu'un, finalement. Non, c'est pas une responsabilité que j'ai envie de prendre, tu vois. Mais finalement, ma responsabilité... Marouane, tu dis que chacun doit prendre son rôle en considération, d'accord ? Et de l'autre côté, tu dis que tu votes pas. Finalement, il y a un petit couac dans tout ça. Je vote pas par défaut. C'est-à-dire, je vote pas pour le moins pire. Je vote pour le candidat, tu vois, qui a démontré une forme de sincérité, qui a démontré une forme d'engagement, tu vois, de qualité. Et si on me donne le choix entre la peste et le choléra, je choisis de pas voter, parce que je choisis de ne pas jouer à ce jeu-là. Tu vois, les 30, 40 dernières années en France, si on a eu une émergence telle du racisme, et ensuite de la négrophobie et de l'islamophobie, c'est parce qu'à chaque élection, tu vois, les gens des quartiers votaient pour le moins pire. Et le moins pire savait qu'il pouvait systématiquement compter sur ce vote-là. Tu vois, cette fête-là, elle est terminée. Aujourd'hui, entre Darmanin, Macron et Le Pen, tu vas choisir qui exactement. Tu vois, on te donne le choix entre l'extrême droite et la droite extrême. Tu vois, à ce jeu-là, je ne joue pas. Tu vois, et je ne porterai pas la responsabilité d'avoir mis un bulletin dans une urne qui conduit ces personnes au pouvoir. Si dans les gens qui se présentent en 2022, je trouve quelqu'un, tu vois, qui est sincère, qui a démontré un minimum d'activité sur le terrain, qui a démontré un minimum de clarté des propos, tu vois, sur les sujets qui m'intéressent, là, je réfléchirai. Mais plus jamais de ma vie. Pour l'instant, j'ai pas vu quelque chose, tu vois, qui m'intéresse particulièrement dans son programme. D'accord. Tu vois. Encore une fois, je dis pas aux gens de pas voter. Je dis aux gens que personnellement, je ne voterai plus par défaut. Je voterai plus pour le moins pire. Parce que c'est comme ça que les pires souverains ont été élus, que les pires dictateurs ont été élus, et dans nos démocraties modernes, que les pires populistes ont été élus, sans moi. On est chez We Hustle, donc on peut tous dire. T'as voté la gauche. T'as déjà... Ça m'est déjà arrivé de voter pour quelqu'un à gauche. D'accord. Tu crois plus du tout à la gauche ? Parce que Mitterrand avait des propos déjà tendancieux à l'époque. On sait qu'il y a des Manuel Valls qui appartenaient également. C'est lui le chairman, en fait. Non. C'est Manuel Valls le chairman. Non, c'est moi. Tiens, dans le bureau de l'islamophobie, c'est lui le chairman. Ouais, ça, c'est vrai, c'est pas ce terme qu'il faut employer. C'est pas ce terme. C'est le duty manager, tu vois. Il n'y a qu'un chairman. Voilà, il n'y a qu'un chairman. T'as tout compris. Tu vois. Mais pour en revenir à ce que je te disais plus sérieusement.
Next. Pour moi, les questions politiques, tu vois, genre, en fait, je vois pas le vote comme l'unique moyen de mobilisation. Tu vois? Et à l'intérieur du vote, je vois pas le vote utile comme une réalité, tu vois, productive. Je pense pire encore, que ça a déresponsabilisé les responsables politiques qui auraient pu produire une offre différente. Tu vois? C'est parce que la gauche savait qu'elle pouvait compter sur les quartiers populaires à 90%, qu'elle s'est contentée de faire des concerts et de distribuer des ballons. Tu vois? Et de prendre les Arabes et les Noirs comme un vote automatique. S'ils se sentaient en danger de mort politique, tu vois, ils se sentiraient obligés de démontrer par leurs actes qu'ils sont vraiment avec les quartiers populaires. Ils se sentiraient obligés, tu vois, de pas avoir des Manuel Valls qui sont élus par des Mohamed, des Fatima, des Youssouf et des Naoufel, tu vois, mais l'inverse, tu vois. Et il y aurait une forme de renouvellement des classes politiques parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas gagner sans eux, tu vois. Alors que pendant les 40 dernières années, les Noirs et les Arabes qui étaient dans ces partis politiques, ils ont servi soit de soldats pour aller distribuer des prospectus, soit de prétexte pour dire, vous voyez, on n'est pas raciste. On a des gens qui ont votre couleur de peau et qui sont dans nos équipes. Mais ils seront jamais présidents. Ouais. Et ils seront jamais nommés à des postes significatifs. Et si un jour, ils sont nommés à des postes significatifs, c'est pour bons et loyaux services et pour avoir trahi et pour avoir accepté l'oppression et la stigmatisation des gens qui partagent leur religion ou leur couleur de peau. Ce jeu-là, je n'y participe pas. D'accord. Donc pour toi, l'horizon est totalement dark. Non. Il y a des motifs d'espoir. Complètement. Regarde, viens, on se pose les questions dans les bons termes. Dis-moi. Pourquoi il y a cette panique générale? Pourquoi ils sont paniqués comme ça? Parce que pour la première fois, après des générations, les gens des quartiers populaires, les gens issus de l'immigration, les Noirs et les Arabes, et parmi eux des musulmans, sont en situation de participer vraiment à la société française. Pourquoi il y a des discriminations contre les sœurs dans les universités ou dans certaines formations? Parce qu'il y a des sœurs dans ces universités et dans ces formations. Donc c'est parce qu'elles cartonnent dans leurs études, qu'elles arrivent à des postes et à des niveaux de responsabilité où elles sont éligibles à ces responsabilités, que là, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, elle, il faut la blacklister parce qu'elle porte un foulard. Lui, il est noir, là. Ah, purée, tu vois, alors on peut pas lui donner le poste de porte-parole, tu vois, d'une entreprise traditionnellement française de souche. Tu vois. Donc, quelque part, c'est foireux, c'est problématique, mais c'est le symptôme d'une espèce de changement sociétal beaucoup plus profond qui est magnifique. C'est qu'on est arrivé. D'ailleurs, on est arrivé. T'es le chairman, t'es pas le portier. Tu vois. Exactement. Tu vois, on n'est pas dans des postes précaires. On est éligible à des responsabilités qui sont très importantes. On dirige des entreprises, on supervise des centaines, parfois des milliers de personnes. Bien. Donc, dans la vraie vie, il y a ça qui s'est passé. Et dans la vraie vie, les gens vivent ensemble. Tu vois, moi, quand je vais chez la boulangère, elle me dit pas, oui, qu'est-ce que vous pensez de l'islamisation ou des islamo-gauchistes? Non, elle est super contente de me voir. Et avec le reste de l'équipe, des fois, je tombe, elles sont en train de regarder des débats ou des émissions tu vois, qui sont intéressantes. Bien. Donc, dans la vraie vie, il n'y a pas cette animosité qu'on retrouve, tu vois, dans la sphère médiatique. Ensuite, et c'est le dernier point, tu vois, qui doit nous donner de l'espoir. La génération des jeunes, là, tu regardes les sondages, ils sont complètement sur notre ligne. Ils sont complètement contre ces formes de racisme. Donc, l'avenir de la France, il n'a rien à voir avec le présent de la France. Bien. Nos jeunes, ils sont en train de se prendre la tête sur comment on va réparer l'environnement, comment on va lutter contre l'injustice sociale, tu vois. Et ça donne de l'espoir. Ensuite, et c'est quelque chose, tu vois, qui me tient particulièrement à cœur. Il y a une notion que tous les musulmans connaissent, tu vois, c'est que Dieu ne charge les épaules d'un être humain que de ce qu'il peut porter. Donc, si notre génération, elle est en situation de lutter contre ces injustices, c'est que profondément, on en est capable. Bien. Tu vois, on a grandi en regardant des films, en regardant des séries, en lisant des livres de gens, tu vois, qui ont marqué notre histoire. Et on se disait, purée, si j'étais à l'époque de Malcolm, tu vois, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'étais à l'époque de Malek Ben Nabi, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'étais dans ce bus avec Rosa Parks, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'étais dans cette manif avec, tu vois, tel leader, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, c'est ton moment historique. C'est notre moment historique. Cette marche-là, tu vois, quand on est ensemble contre l'islamophobie ou contre les violences policières, c'est nos moments historiques. Et nos enfants nous regardent et nos petits-enfants se rappelleront de nous et diront « Ah, purée, 2015, 2020, ils ont complètement retourné la situation. » Excellent. Tu vois, on essayait de les marginaliser et tout, et eux, ils ont parlé, ils n'avaient pas peur. Tu vois, ni d'un ministre, ni d'un député, ni d'un gouvernement, ni d'un président.
tu vois. Ils ont été dignes. Ça, c'est nos parents. Bien, excellent. Excellent. Et il y a la mairie de Gennevilliers qui va également dans ton sens. Eh ouais. Mais Gennevilliers, tu vois, c'est une ville qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Il s'est passé des choses très importantes dans ma vie là-bas. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai encore mes parents, la mairie, l'équipe municipale, tu vois, les gens qui y travaillent. Beaucoup d'entre eux, tu vois, je les connais. C'est vraiment une belle ville, tu vois, d'Île-de-France, et je respecte énormément ce que tous les travailleurs sociaux ont pu faire là-bas, y compris les cadres associatifs. Ça me touche beaucoup, et donc du coup, comme j'y vais toutes les semaines, je peux y profiter. Quand je me balade dans une rue, je vois la maison des jeunes, où je vois le stade à côté de chez moi où jouer, où je vois, tu vois, les salles de sport, les rues, tout ça, ça me touche, quoi. Bien. Moi, j'oublie jamais d'où je viens. Bien. Et donc, toutes ces villes où j'ai vécu, toutes ces entreprises, toutes ces écoles où j'ai été, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'oublie rien. Bien. Et de quoi vit Marwan aujourd'hui? Ce que je fais maintenant, je m'occupe de mon entreprise. J'ai une entreprise de conseil en stats et en formation pour des institutions, des grandes assos, des entreprises. Et puis, je m'occupe de ma famille. J'ai une grande famille, donc je prends énormément de temps et je profite de ce luxe-là pour rattraper aussi tous les moments que j'ai pas pu avoir avec mes enfants, avec mon épouse. Et je prépare la suite. D'accord. Les projets d'écriture, les projets de vidéo, les projets de formation, tout ça, ça prend énormément de temps. Et les gens qui me connaissent savent que j'ai le goût de la précision. D'accord. Donc j'essaie de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses bien. Et est-ce que toi, tu verrais, tu songes à partir d'ici quelques années? Ou pas forcément? On y songe tous, sauf que, tu vois, nous, on a eu l'expérience dans plusieurs pays. On a vécu au Japon, en Pologne, en Angleterre, en Algérie, en Égypte. Donc, on n'a pas le blocage psychologique, tu vois, de passer quelques années ailleurs. Là, maintenant, ça va dépendre des études de mes enfants surtout. Mais c'est clair que, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois, de vivre ailleurs quelques années ou de se poser ailleurs. Et puis, tu vois, les 10 ans que j'ai consacrés à la lutte contre les discriminations, le racisme, l'islamophobie, tu vois, ce que je pouvais consacrer, je l'ai fait. Ce que je pouvais accomplir, modestement, j'espère que j'ai pu y contribuer, tu vois. Donc, j'ai plus la frustration de me dire, voilà, j'ai pas essayé, j'ai pas... D'accord. Ça, c'est fait. Maintenant, mon dû, ma responsabilité, c'est le focus sur la famille, sur mes enfants, sur mes projets personnels. Et c'est cohérent aussi, parce que, tu vois, moi, je pense pas... que les gens doivent occuper des très grandes responsabilités très longtemps, tu vois. Or, tu vois, dès que tu es en situation de tête de gondole, responsable, porte-parole, directeur, tu vois, d'une structure, c'est très impactant et c'est une très grosse responsabilité. D'accord. Alors, en tout cas, encore une fois, Marwan, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous tenons à te remercier. Sache que c'est un honneur, encore une fois. Plaisir partagé. Je le dis sincèrement, et tu sais que je dis vrai. Non, t'inquiète, plaisir partagé. Merci. We hustle all day, every day, on est là, tu vois. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, merci encore une fois. C'était le Chairman et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec le grand Marwan Mohammed. Parole Valtier, peace. We hustle, baby.